Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que la vie reprend parfois le dessus sur les passions, sur tout ça. En plus, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je n'ai pas que la lecture comme passion. Donc c'était devenu un petit peu compliqué dernièrement de tout compiler. Et en plus de ça, j'ai changé de travail, donc tout mélangé ensemble a donné ce résultat de quelques mois d'absence sur YouTube. Je vais réparer ça de suite en faisant un gigantesque book haul. Alors bien sûr, ça risque d'être un petit peu long parce que vous voyez de quand date le dernier book haul sur la chaîne. Eh bien, je n'ai rien ajouté dans la bibliothèque depuis, j'ai juste stocké dans mon petit meuble à roulettes pour vous les présenter. Donc il y en a un paquet, je vais même faire plusieurs vidéos je pense pour ne pas que ça dure trop longtemps et que ce soit un peu lassant. Je vais commencer sans plus attendre par le premier titre. Et on commence assez fort puisqu'il s'agit d'un classique que je n'ai jamais lu, que je ne possédais pas. Oui, pardon, hein, excusez du peu. 1984 de George Orwell, donc je pense que tout le monde le connaît. On est sur une dystopie qui va se passer en Grande-Bretagne. Ça a été publié dans les années 50 et c'est censé se passer à peu près 30 ans après la parution du livre. Il y aurait eu une guerre nucléaire, pardon, et il y aurait des différences entre l'Ouest et l'Est. Entre l'Est et l'Est, c'est ce que j'ai compris un petit peu de ce que j'ai lu en petit résumé. Sachant que je ne veux pas trop spoiler, même si je connais l'histoire un peu globale, hein, voilà, parce que tout le monde en a parlé depuis le temps qu'il est sorti. Ça va être chose faite, j'ai pris cette édition parce que je la trouvais originale. C'est un format que j'avais pas forcément dans la bibliothèque, en tout cas pour les romans classiques. J'ai hâte de le découvrir, je pense d'ailleurs cette année, si je peux, avant la fin de l'année, ce serait bien. Alors dans ce book haul, il va y avoir quelques titres en VO parce que comme je regarde des chaînes anglophones, je suis souvent tentée par des sorties étant donné que leurs couvertures sont magnifiques. Alors oui, ça peut paraître un petit peu superficiel, mais je m'en fiche en fait. Je suis comme tout le monde, j'aime bien avoir des jolis livres dans la bibliothèque avec une histoire qui m'intéresse évidemment, hein, sinon ce serait pas... voilà, pas non plus complètement zinzin. Je vais vous présenter quelques titres en VO en essayant de vous faire des résumés de tête ou alors que j'ai pu trouver sur internet en essayant de les traduire plus ou moins correctement. Mais je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu passer ces titres de toute façon sur les réseaux sociaux parce que certains font partie des box littéraires, etc. Style Fairyloot, Illumicrate, etc. Enfin voilà. Le premier titre en VO que je vais vous présenter, c'est Witches Steeped in Gold de Shannon Smart. Alors je le dis à la française, ça se prononce certainement pas comme ça, genre Shannon Smart ou je ne sais pas, pardon. On constate la beauté de la couverture. Alors il me semble qu'il y en a certains qui vont être traduits ou qui ont été traduits principalement chez De Saxus parce que c'est la maison principale qui fait des couvertures et des hardbacks qui ressemblent fortement au livre en VO. Ici on est sur une histoire de sorcellerie avec deux femmes qui ne se connaissent pas et qui vont faire connaissance, enfin qui vont pas faire connaissance mais enfin vous voyez elles vont se rencontrer dans un contexte particulier car elles sont toutes les deux sorcières opposées. Il y en a une qui vient d'un milieu très modeste, voire qui était en prison je pense, et l'autre qui est la fille de la reine si j'ai bien suivi. Et elles vont devoir mettre leurs différends de côté pour s'allier afin de terrasser un ennemi commun. Elles vont devoir faire équipe ensemble. Je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. J'ai très hâte de le découvrir, comme tous les titres que j'ai achetés. Tous les titres présentés dans cette vidéo, à 99% on va dire, ce sont des titres qui étaient sur ma wishlist, que je voulais depuis un certain temps. Donc je suis bien sûr pressée de tous les lire, hein. Mais voilà, il y en a plus que d'autres qui nous tentent parce que... simplement parce qu'on en a pas mal entendu parler et que nous aussi on a envie de se faire notre propre avis. Je passe au suivant qui est également en VO, il s'agit de Beasts of Prey d'Diana Gray. Je n'ai pas de gros souvenirs de ce résumé si ce n'est que on va y parler encore de magie il me semble. On va suivre des personnages qui sont plutôt jeunes, qui ont à peu près 16-18 ans je crois. Il va y avoir des sortes de bestioles relâchées avec des pouvoirs incontrôlables. Une héroïne féminine et un héros qui vont certainement
tricoté ensemble, je présume. Je veux pas en savoir plus parce que parfois c'est bien aussi de plus trop se rappeler des résumés. Si je l'ai pris, c'est qui m'intéressait, donc quand j'ai bien étudié la question, je n'ai pas juste pris pour sa magnifique couverture, mais parce que j'avais vraiment envie de le lire. Je poursuis avec un titre qui est sorti il y a pas mal de temps et qui est tourné sur les réseaux, mais depuis très longtemps, mais que je n'ai jamais lu. Il s'agit d'Illuminae. C'est d'Amy Kaufman et de Jay Christophe. J'ai pris la version en VO parce que c'était un hardback et que je trouvais sympa la couverture tout en transparence comme ça, voilà. Je l'ai trouvé d'occasion à un prix plutôt raisonnable, donc j'étais assez contente. Ici on est dans de la science-fiction jeunesse pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série de livres. Alors il y en a 3 qui sont sortis plus un hors-série. On est avec encore une fois une jeune fille qui va voir sa planète attaquée par une entreprise interstellaire et qui va la séparer de son amoureux, ou je pense que ça va être son petit ami, ou alors elle est déjà séparée, je n'ai pas très bien compris. Elle va vite comprendre qu'il y a des gros problèmes qui se passent, et elle va enquêter, elle va pirater le système informatique parce que l'intelligence artificielle qui est censée protéger sa planète, si j'ai bien compris ce qui se passe, va se mettre à dérailler. C'est pour ça qu'on a pas mal de documents, voilà. C'est un format vraiment très spécial, il y a des conversations, il y a des documents officiels, il y a vraiment... ça me plaisait en fait pas mal. J'ai décidé de le prendre en VO parce que j'ai accroché vraiment pas mal sur les couvertures. Donc je vous en reparlerai assez rapidement. J'espère le lire aussi avant la fin de l'année, celui-ci. Si j'arrive à me remettre à la lecture en VO, ce serait cool. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, sans me spoiler si c'est possible évidemment. Ensuite, un roman qui a rien à voir, c'est Autour de ton cou de Chimamanda Ngozi Adichie, qui a notamment écrit Nous sommes tous des féministes, que j'aime beaucoup, qui a également écrit Americana, que j'ai lu. J'essaierai de vous mettre par ici le petit résumé, enfin ce que j'en ai pensé. Là, bon, je vais vous lire le résumé, ce sera un peu plus simple. Lauréate de la loterie des visas, Akuna quitte le Nigeria pour les États-Unis. Elle y découvre un pays qui a bien peu à voir avec celui de ses attentes. À Kano, dans le nord du Nigeria, une violente émeute intercommunautaire réunit 2 femmes que tout sépare, une marchande d'oignons musulmane et une étudiante issue de la bourgeoisie chrétienne de Lagos. Dans Nsukka, James Noyer, ancien universitaire au soir de sa vie, repense aux rêves biafrais et attend la nuit les visites de sa femme défunte qui vient caresser ses jambes fatiguées. Voilà, donc il y a plusieurs personnages qui vont être apparemment dans cette nouvelle, et encore une fois ça va traiter du Nigeria parce que elle est nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie. Et c'est ce qui me plaît en fait, c'est de découvrir une autre culture, ce qui se passe ailleurs en fait tout simplement. Donc voilà, je vous en reparlerai aussi rapidement. J'ai fait une petite razzia de bouquins de Stephen King parce qu'ils ont sorti les nouvelles collections aux livres de poche et j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme vous le savez certainement, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'essaie de lire des classiques / incontournables de la littérature, et Stephen King, c'est quelque chose qui me paraît incontournable dans le thriller, mystère, fantastique aussi, et l'horreur. Alors j'en ai pas lu énormément pour l'instant de Stephen King, mais je compte bien tous me les procurer puisque j'ai vraiment flashé sur ces éditions. Alors, dans ce que j'ai à vous présenter, il y a Salem, que vous trouvez juste ici. Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez certainement tous ces titres si vous les avez déjà lus. Ensuite, je me suis pris Carrie, que j'ai lu il y a très longtemps quand j'étais jeune, dont j'ai vu aussi l'adaptation cinématographique. Donc là en fait on est avec une jeune fille qui a 17 ans et qui va se faire un petit peu lyncher à l'école. Elle subit les moqueries, etc. Elle est solitaire, timide, on dit qu'elle n'est pas vraiment jolie. Elle est en plus victime du fanatisme religieux de sa mère et des remarques incessantes de ses camarades de classe. Et en gros elle va péter un câble. Voilà, donc je pense que c'est très connu, hein. Ensuite je me suis pris Cujo aussi. Alors j'ai jamais lu ces titres et celui-là j'ai jamais vu je sais qu'il y a eu le film aussi, je l'ai jamais vu non plus. Cujo, c'est un Saint-Bernard de 100 kg, le meilleur ami de Brett Camber, un gamin de 17 ans. Un jour, Cujo chasse un lapin qui se réfugie dans une sorte de petite grotte souterraine habitée par des chauves-souris.
Ce qui va arriver à Keujo et à ceux qui auront le malheur de l'approcher constitue le sujet du roman le plus terrifiant de Stephen King et jamais écrit. À l'époque, hein, j'imagine. Ensuite, je me suis pris, on reste dans l'animal, je me suis pris Cimetière. Là, c'est Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se retrouve happé dans un suspense cauchemardesque. Je trouve que ces couvertures sont très réussies avec du vernis sélectif à plusieurs endroits. Donc je pense que ça peut motiver à lire des classiques ou des incontournables quand les vieilles éditions ne nous parlent pas vraiment. J'ai sauté sur l'occasion, j'essaie de m'en prendre un petit peu de temps en temps parce que Stephen King est un auteur très très prolifique, n'est-ce pas ? Donc ça en fait un paquet à se procurer. La sorcière de Celsi de Philippa Gregory. Alors j'essaye, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, de me procurer quand il y a des sorties du mois quelques-unes des nouveautés qui sont sorties dans le mois en cours ou dans le mois précédent pour soutenir les auteurs, les maisons d'édition. Même si je sais que je vais pas les lire de suite en fonction de mon immense palle qui ne fait que grandir et ne va jamais s'arrêter. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour acheter des livres et pour les lire, c'est mieux. La sorcière de Silsey de Philippa Gregory, Angleterre 1648, une époque périlleuse pour toute femme indépendante. Le royaume d'Angleterre est déchiré par une guerre civile entre les partisans de Charles Ier et le Parlement insurgé. Cette lutte trouble même la petite île de Silsey où vit Alinor, une guérisseuse. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, il tombe amoureux, mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières, et Alinor, une femme sans mari, qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village. Tout l'accuse. Sorcière, 1648, Angleterre, ça pouvait que m'intéresser. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, je pense que vous l'avez vu, tourné un petit peu partout. La couverture est très jolie, l'intérieur aussi vraiment très très beau. C'est chez Brajlon. Il se passe quelque chose à High Place, le manoir ancien où la cousine de Noémie, Taboada, réside depuis son récent mariage. Sa lettre parle d'empoisonnement, de visions et d'entités qui la tourmentent. Avec ses robes 50s et son rouge à lèvres, Noémie semble plus à sa place dans les soirées mondaines que dans une demeure isolée de la campagne mexicaine. Mais elle n'est pas du genre à se laisser impressionner par l'époux de sa cousine, aussi troublant qu'hostile, ou le patriarche de la famille fasciné par la jeune invitée, ou la maison elle-même qui suscite en elle des rêves de meurtre et de cérémonies impies. Je ne vais pas plus loin, mais ça me fait beaucoup penser à la série qui a été diffusée il n'y a pas très longtemps sur M6, il me semble, Why Woman Kill. Si vous n'avez pas vu cette série, clairement, allez-y, foncez. J'avais accroché à fond avec la première saison où justement l'intrigue était autour d'une même maison qui se passait de génération en génération avec l'histoire de 3 femmes différentes. Et là, on est sur un truc complètement différent sur la saison 2. Avec entre autres l'actrice qui a joué Regina dans Once Upon a Time. Son nom m'échappe là tout de suite maintenant, mais je vous en reparlerai. Je vais faire une vidéo prochainement sur les séries que je regarde en ce moment ou qui m'ont plu. Je passe au titre suivant. Il s'agit de Canyon de Samuel Western. On est chez Gallmeister, donc un style complètement différent encore une fois. Idaho 1970, Ward, sa petite amie Gwen et son frère jumeau Eric partent chasser sous un ciel d'azur. La vie semble sourire à ces 3 jeunes gens insouciants à peine sortis de l'adolescence. Mais par un coup cruel du destin, Ward tue accidentellement Gwen et anéantit ainsi à tout jamais leur avenir. 25 ans plus tard, Ward, abîmé par l'alcool et hanté par le passé, recroise la route d'Eric. Sa rage intérieure a consumé son talent de musicien et fait le vide autour de lui. Le moment est désormais venu pour chacun d'affronter ses démons et Ward invite Eric à une partie de chasse dans son ranch au pied des Byron Mountains. Les 2 hommes se préparent alors à une nouvelle expédition. Ward espère y trouver sa rédemption, Eric sa vengeance. Ça n'a pas l'air très long, je pense que ça va se lire assez facilement mais qu'il faudra choisir le bon moment parce que je sais que ça va pas être la folie au niveau des actions. Mais parfois ça fait du bien de lire des choses tranquilles.
Ensuite, un roman de chez 404 éditions, Les aventures inattendues d'Olympe Valoise de S.L. Pennyworth. Je vous mets la couverture qui est juste ici, je pense que vous l'avez vu tourner pas mal sur quelques chaînes, il me semble qu'on est sur du steampunk ici. Historienne, c'était le plan de carrière qu'Olympe Valoise avait formulé, parcourir les écrits des anciens, comprendre leur manière de penser, établir des chronologies, mettre à jour des faits nouveaux, voilà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais quand elle est projetée dans un nouveau monde, elle comprend que son futur est compromis. Comment peut-elle admettre que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, que Louis XIV avait le don d'ubiquité, et que Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l'Europe. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant parce qu'on va découvrir des faits historiques qui ne se sont pas produits, d'autres qui sont arrivés, et je trouvais ça original. Ensuite, je me suis pris également Au grand lavoir de Sophie Doll. Une romancière participe à une émission littéraire télévisée et à l'occasion de la parution de son premier livre, elle ne se doute pas qu'au même moment, son image à l'écran bouleverse un des employés des espaces verts de la ville de Nogent-le-Rotrou. Repris de justice pour un crime commis il y a 30 ans, menant désormais une vie bien rangée, ce dernier est brusquement confronté à son passé, à son geste, à sa faute. Donc je vais pas plus loin parce que c'est assez spoilant et en plus il n'est pas très gros, donc... Ouais. Je me suis pris aussi un... Alors ça c'est un roman que j'ai eu parce que je l'ai acheté sur Vinted, je sais plus lequel. Et j'ai eu un roman gratuit voilà, de Delphine de Vigan qui est No et moi. Elle avait l'air si jeune et en même temps elle m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. Je ne vais pas plus approfondir que ça parce qu'il n'était pas forcément sur ma wishlist, mais... Bon, elle me l'a donné gratuitement parce qu'il était assez abîmé, donc bien sûr je vais le lire parce que Delphine de Vigan, ses écrits m'intéressent et j'ai plusieurs titres dans ma wishlist qui la concernent. Ensuite, je passe encore à un roman de chez Gail Meister, il s'agit d'Évasion de Benjamin Whitmer. Si on est en 1968, le soir du Nouvel An, 12 détenus s'évadent de la prison d'Old Lonesome dans le Colorado. Les radios crépitent, lancent l'alerte, une véritable machine de guerre se met en marche et embrase la petite ville. Habitants et journalistes, gardiens de prison et flics, tous se joignent à la chasse à l'homme. Séparés, les évadés suivent des pistes différentes en pleine nuit et sous un blizzard impitoyable. Très vite, une onde de violence incontrôlable se propage sur leur chemin. Ça a l'air aussi très intéressant, donc encore une fois, sur ces romans-là, enfin sur des romans qui sont un petit peu plus calmes et où l'action va être très modérée, il faut vraiment choisir le bon moment pour le lire parce que sinon ça peut, moi personnellement, ça peut me créer des pannes de lecture et c'est vraiment pas le but recherché. Je poursuis avec un titre que vous avez vu passer énormément sur pas mal de chaînes. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Alors oui, j'ai 50 wagons de retard, mais c'est pas très grave. Je ne lis pas le résumé parce que je sais que les résumés de chez Lumen sont parfois un peu spoilants. Mais voilà, on retrouvait Adi Larue. Elle traverse les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire. Parce que les gens qui la croisent l'oublient aussitôt. Voilà, donc ça m'intriguait. La couverture, elle est juste magnifique avec ce petit calque qui vient en jaquette par-dessus. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'informations tous les titres dont je parle dans cette vidéo avec le lien vers les résumés plus détaillés si vous le souhaitez sur Livre Addict ou Babelio, je ne sais pas encore trop. Ensuite, Scarlett et Novak d'Alain Damasio, un thriller qui déjoue la fascination du smartphone. Je mets ici, pareil, donc là, comme c'est pas très long, je ne vais pas lire le résumé pour pas me faire trop spoiler. Je sais que ça m'avait intéressé, donc je me suis pris, je l'avais trouvé d'occasion. The Vanishing Girl, j'essaierai de vous mettre en petit i juste ici mon avis sur le roman. C'est de Laura Thalassa. Donc là, moi j'avais le gros format et là j'ai trouvé le petit. Alors c'est pas très grave parce que très franchement, je sais que c'est pas forcément quelque chose que je vais garder dans ma bibliothèque par la suite parce qu'une fois que je l'aurai lu, je le revendrai ou je le donnerai à quelqu'un. J'aime bien ces éditions qui sont très floppy. C'est chez Michel Lafon Poche, hein, j'en ai plusieurs comme ça. C'est une jeune fille en fait qui a la capacité de disparaître, donc ça la met dans des situations un petit peu compliquées parfois à les rechercher. J'avoue que je me rappelle plus très bien de ce qui s'est passé dans le premier, mais ça m'avait plu. Pour que je puisse m'acheter la suite, c'est que ça m'avait plu. Ensuite, une sortie qui date d'il y a 2 ans, je crois, je ne sais plus trop, bref. C'est Les Heures Rouges de Lenny Zoumas. États-Unis, demain, l'avortement est interdit. L'adoption et la PMA sur le point de l'être aussi.
Déjà, ça pose les bases. Non loin de Salem, Oregon, 5 femmes voient leur destin se lier à l'aube de cette nouvelle ère. Il y a Rose, célibataire de 42 ans qui tente de concevoir un enfant et d'écrire la biographie d'Eivor, une exploratrice islandaise du 19e siècle. Suzanne, lasse de sa vie de mère au foyer et de la banalité des jours qui passent. La jeune Mattie, née sous X, qui se rêve scientifique. Et Jean, la marginale à laquelle les hommes font un procès en sorcellerie parce qu'elle a voulu aider les femmes. Dans ce roman après lumineux, Lenny Zumas dit l'espoir et la force de chacune pour s'affranchir de sa condition. Comme vous le savez certainement, le féminisme est un sujet qui m'intéresse énormément. Et quand on touche aux droits des femmes, aux droits fondamentaux des femmes, à l'avortement, etc., ça m'intéresse aussi, bien évidemment. Donc je pense me le caler très prochainement celui-ci parce que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, et enfin du coup dans mes achats, mais dans ma pile à lire. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris Occasion tardive de Tessa Hadley. Ici, on est sur Alexandre, enfin on n'est pas sur Alexandre, mais il y a Alexandre, Christine, Lydia et Zachary qui partagent une amitié très intime depuis leur rencontre alors qu'ils avaient 20 ans. 30 ans plus tard, Alex et Christine reçoivent un appel bouleversé de Lydia, Zach est mort. Ce décès les touche profondément, tous s'accordent pour dire que Zach était le plus sain et le plus gentil d'entre eux, celui qui ne pouvait se permettre de perdre. Plutôt que de les rapprocher, la perte de Zach déforme leur relation, faisant remonter à la surface les enchevêtrements passés, les griefs tuent, ce qui aurait pu les unir se transforme alors en colère et amertume. Amitié, trahison, secret, évidemment que ça m'intéresse. Ensuite, une sortie que j'avais repérée de chez Inceptio, que c'est une grande édition qui m'intéresse de plus en plus. En tout cas, les titres qu'ils proposent sont vraiment, on l'a vraiment pas mal. Il s'agit de Symbiose de Camille Salomon. Alors déjà, j'ai flashé évidemment sur la couverture. Pour ceux qui ne savent pas, Moulin Rouge est mon film préféré. Enfin, ouais, c'est le premier, mais il fait partie de la liste de mes films préférés. Donc ici, voilà, clairement, on voit que ça se passe à Paris. Et ça... Déjà, rien que ça, j'avais signé quasiment. Hein, pour, voilà. Paris 1900. Ok, donc on continue. Hein. L'exposition universelle se prépare et avec elle, le tout Paris prend part à la démesure. Provinciaux et badauds s'extasient de progrès scientifiques et techniques. Le monde, lui, a l'œil braqué sur la ville, dans la ville. Voilà, donc de jour les féeriques enchantent les vieux Paris, tandis que la nuit les maléfiques prennent part aux dérives des bas-fonds. Dans cette ambiance survoltée, Octave Sinib est nommé à la Sûreté Générale en qualité d'auxiliaire. Je veux pas trop me spoiler en relisant tout parce que j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans sans trop m'en rappeler ou sans trop en savoir. Voilà, vraiment hâte de le découvrir. Alors je poursuis avec 3 romans qui pèsent. J'ai déjà lu le premier, mais je l'avais en petit format et vraiment les éditions en grand format sont vraiment très belles. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors oui, ça date, hein, je sais bien, de Ransom Riggs. Mais les éditions de chez Bayer sont vraiment très jolies. Donc voilà, je me suis trouvée d'occasion et j'avoue que c'était à un prix très intéressant. C'est état comme neuf. J'ai pas hésité longtemps, hein, ces fameuses éditions avec aussi les photos qui sont incluses, etc. Alors j'avais les éditions livres de poche, j'avais les éditions floppy là, vous savez, c'est lesquelles que j'avais, c'est Michel Lafon-Poche, je crois, c'est, je sais plus. Enfin bon bref, j'avais une version qui était très souple. C'était bien pour la lecture, etc. Mais j'avoue que voilà, donc je me suis pris le premier. Le deuxième et le troisième, donc Miss Peregrine Hollow City, donc c'est le deuxième volume. Ensuite j'ai la Bibliothèque des âmes qui est le troisième volume. Je crois qu'il y en a 5, si je dis pas de conneries. 4, 5, 6, je sais pas. Bien sûr je vais prendre les suivants quand je les aurai trouvés d'occasion à prix intéressant. Ensuite je me suis pris Les disparus du tableau de Daria Desombres. Depuis qu'elle a découvert l'identité de l'assassin de son père, Masha Karavai, jeune étudiante en droit et stagiaire à la police de Moscou, reste cloîtrée chez elle, mais un nouveau tueur en série sévit dans la ville, laissant dans son sillage le corps de jeunes femmes nues, étranglées au moyen d'un fin lacet de soie. Près d'elle, une esquisse du peintre ingrat. Ce sont toutes des femmes parfaitement ordinaires, et pourtant, avec chacune d'elles, l'assassin semble donner un corps à une œuvre de son cru, et se jouer des enquêteurs à ses trousses. On va suivre Masha avec son supérieur et ils vont enquêter sur
sur ces morts atroces. Je me suis pris un petit Amélie Antoine que je ne connais pas encore avec Le jour où. Ici, c'est... Alors celui-ci, je suis tombée dessus chez Easy Cash. J'avais entendu parler d'elle, il me semble, sur une chaîne. Est-ce que je me rappelle bien? Je vous mettrai la référence. Si je retrouve, je vous mettrai son nom ici. Alors je vois très bien la personne, mais son nom, le nom de sa chaîne m'échappe, je suis désolée. Parce que en ce moment, je regarde tellement de personnes différentes que ça se bouscule un petit peu dans mon cerveau. Ici, c'est printemps 2019, un cimetière parisien. Rebecca a pris l'habitude de venir fleurir des tombes à l'abandon. Benjamin, lui, vient assister à l'enterrement d'un inconnu. Quand le hasard les met sur la route l'un de l'autre, le rapprochement se fait avec douceur et prudence, chacun prisonnier de sa propre souffrance. Les secrets du passé sont parfois lourds à dévoiler et ceux de Rebecca font osciller Benjamin entre amour fou et inquiétude sourde. Comment séduire une femme alors que l'on porte en soi une lourde culpabilité? Ces deux écorchés vifs vont pourtant apprendre à s'apprivoiser, à baisser les armes, laissant de côté l'ombre pour la lumière. J'espère que ça va pas être trop gnangnan, parce que moi vous savez que les romans d'amour c'est pas trop mon truc, enfin du moins le truc récent quoi. Quand c'est en mode Jane Austen, oui ça me plaît, mais quand c'est en mode voilà, je vous renvoie pas à mon avis sur un fameux roman qui m'a bien fait rire, hein. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de clichés, j'espère que ce sera doux et que ce sera pas trop quoi. Voilà. Un titre de Alex North, il s'agit de L'homme au murmure. La couverture m'a interpellée, ce qui m'a fait regarder le résumé, et j'ai bien fait. Un écrivain veuf, Tom, et son fils de 18 ans, Jake, emménagent dans une nouvelle ville, Featherbank. Si charmante et calme en apparence, où 20 ans plus tôt, un serial killer a été arrêté après avoir tué plusieurs enfants. On l'appelait l'homme au murmure, des murmures que Jake a entendus à la porte de sa maison. Et si tout recommençait? Un petit thriller bien sympatoche en perspective. Ensuite, un titre que vous avez passé aussi pas mal sur les réseaux, L'année de grâce de Kim Liggett. Voilà, je ne vous le représente pas, mais si, je vais vous lire le petit résumé quand même. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante. Ça m'intéressait, ça mélange un petit peu de féminisme avec un petit peu de... Ça a l'air accessible, en fait, c'est axé aussi sur les jeunes, donc je pense que ça peut être intéressant également. Bonne transition, puisque ici, on est avec Rien n'est noir, un roman de Claire Béret, je sais pas comment ça se prononce. On va nous raconter un peu l'histoire de Frida Kahlo, donc c'était sûr que ça allait m'intéresser. À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi l'orage, que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n'est pas triste, mi amor, parce que rien n'est noir, absolument rien. Frida parle haut et fort avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans ses cheveux, parler de sexe crûment et les fêtes à réveiller les squelettes, et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur qui couvre les murs de fresques gigantesques. Donc voilà, ça va nous retracer un petit peu la vie de Frida, avec certainement des passages très romancés, mais ça m'intéressait, ça m'interpellait, ça a l'air tout... En même temps mignon, en même temps cru, hein, comme on le dit dans le résumé. Je termine avec deux romans de Saxus, et un de chez Mylan, je sais pas comment vous le prononcez. Mylan, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Alors j'ai lu le premier, je n'ai pas encore le 2, mais j'avais trouvé le 3 d'occasion, c'est Grisha. Donc là on est sur L'oiseau de feu. Je ne lis pas le résumé pour ne pas être spoilé. C'est une édition assez floppy également, donc ASMR bonjour. Je me rappelle assez vaguement du premier, donc il faudra peut-être que je me replonge dedans ou que je regarde la série. Je termine donc avec les deux romans de chez De Saxus, dont un qui est encore sous blister parce que je voulais pas l'abîmer. Le premier c'est Serpent et Dove, si je le dis à la française, ou Serpent and Dove, de Shelby Maureen, je sais pas comment on prononce, qui est aussi très très jolie. Donc là j'ai pris la version classique, hein, j'ai pas pris le hardback.
Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elles sont craintes, chassées et brûlées. Où les sorcières comme elles, oh là là, où les sorcières comme elles sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reed, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Sorcière, comment vous dire que voilà, c'était obligé que ça me plaise. J'espère que ce sera pas trop dirigé sur le côté amoureux des 2 personnages, mais je pense que si quand même, parce que c'est destiné à ce public, il me semble. En même temps, j'ai hâte, en même temps, j'ai peur. J'ai peur d'être déçue, mais bon, on verra bien. Hein. Enfin, je termine avec le magnifique, donc là on ne voit pas trop, mais il y a des jolis reflets en dessous. Le trône des 7 îles d'Adaline Grace, publié également chez De Saxus. Et comme dirait Kimi, c'est un toc-toc, c'est un hardback. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et en perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Ça m'intriguait pas mal. Il y a de la magie, il y a de la sirène, donc moi je dis foncez. Hein. La couverture elle est vraiment jolie. Hein. Je sais pas si s'ils ont gardé la même que la VO probablement, mais les détails sont vraiment jolis. Voilà. J'ai terminé pour ce premier book haul. Alors j'ai juste vidé un étage de mon petit chariot. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des titres que vous avez déjà lus peut-être, qu'il y a des choses qui vous intéressent. Dites-moi en commentaire surtout si il y a peut-être des romans qui vous font penser à d'autres que vous avez lus, si vous les avez appréciés ou non. Je ne vais pas blablater plus longtemps parce que cette vidéo est déjà bien assez longue je pense. Je ne sais pas si la prochaine vidéo sera un update lecture, mais très probablement parce que j'ai au moins 4 livres en attente. J'ai pas mal d'idées pour faire des nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors, des vieux tags, c'est pas en mode vieux tag, mais des anciens tags qui ont été repris dernièrement sur différentes chaînes que j'ai regardées. Et des autres vidéos que je n'ai jamais faites encore sur la chaîne qui me tentent. Normalement, je fais appel à un tout nouveau logiciel de montage pour monter mes vidéos. J'espère que je vais m'en sortir. Il y aura probablement un petit temps d'adaptation dans les transitions, etc. Donc on verra bien. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Vous pouvez activer également la petite cloche de notification. Je vais essayer d'être un peu plus régulière maintenant, puisque comme je travaille depuis la maison, je vais essayer d'organiser un petit planning pour avoir vraiment les jours fixes où je filme mes vidéos et voilà, pour que j'agrémente la chaîne et que je ne me retrouve pas avec voilà, des semaines ou des mois sans rien publier. C'est tout, j'ai assez blablaté. Bien évidemment, j'ai choisi le jour le plus pourri de la semaine pour filmer, donc pardon si la luminosité n'était pas au rendez-vous. J'espère que ce sera mieux dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et c'est tout. Ciao ciao.